Alors on passe au second tour des élections. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des incidents lors du second tour des élections dans le nord du pays? À ma connaissance, non. D'accord. Et dans le sud du pays? Non également. À votre connaissance, y a-t-il eu des crimes commis entre le 28 novembre 2010, c'est-à-dire le second tour, la fin du second tour des élections, et le 15 décembre 2010 par des rebelles ou, vous préférez, des membres des forces nouvelles ou bien des éléments du RHDP? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, pour que je sois sûr de répondre clairement à la question. Bien sûr, bien sûr. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des crimes commis par ce qu'on appelait les rebelles, mais qu'on peut appeler membres des forces nouvelles ou membres du RHDP, dans une période de temps comprise entre le second tour des élections et le 15 décembre 2010? Je n'en ai pas eu connaissance. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je n'en ai pas eu connaissance. D'accord. Alors, lors de votre témoignage, il a été question, c'était le sens des questions du représentant de l'accusation, il a été question de la proclamation des résultats, si vous vous souvenez. Et notamment, il a été question de la Commission électorale indépendante et d'un communiqué de la CEDEAO, etc., etc. Vous vous souvenez de tout ça? Exactement, oui. Bon. Ma question est simple. À votre connaissance, qui est habilité, d'après la constitution ivoirienne de l'époque, à proclamer les résultats de l'élection présidentielle? Il y a plusieurs structures. D'abord, la Commission électorale indépendante et ensuite le Conseil constitutionnel. Et on nous a dit que l'ONUCI avait aussi le pouvoir de certification des résultats. Mais je n'ai pas eu un document sous la main, parce que je n'étais pas une autorité gouvernementale. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre point. La marche du 16 décembre. On en a abondamment parlé ici. Vous vous souvenez? Oui, maître. Alors, vous nous avez expliqué que pendant les événements, il y avait deux origines à l'information. Une télévision qui émettait du Golfe et la télévision nationale. Qu'est-ce que vous entendiez par la télévision du Golfe? On recevait des émissions à partir, de ce qu'on nous a dit, d'une chaîne installée au Golfe et qui mettait en direction des populations. Elle s'appelait comment, cette chaîne? Sous réserve, est-ce que ce n'est pas TVCI? Peut-être que vous l'avez sous vos documents. Mais je ne me rappelle plus avec exactitude l'intitulé de cette télévision-là. Donc, si je comprends ce que vous nous dites, c'était la télévision qui donnait le point de vue d'Alassane Ouattara et de ses partisans, c'est ça? Affirmatif. D'accord.
Elle était basée où, cette télévision? Elle émettait d'où? De quel endroit physique? Vous savez, en matière d'éthique, c'est très délicat. Je ne peux pas vous dire avec précision d'où elle émettait, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle émettait à partir du Golfe, certainement. Mais dire plus, j'aurais menti. D'accord. Et c'est bien, vous nous avez dit, et je vous demande de préciser, c'est bien sur cette télévision que les appels à la manifestation du 16 décembre ont été entendus. C'est ça? Affirmatif. D'accord. Est-ce qu'à la fin de la crise, c'est-à-dire vers mars-avril, dans ces eaux-là, les programmes de la RTI étaient brouillés à votre connaissance? Les programmes de la radio-télévision officielle étaient brouillés? Pendant le moment de crise, elle était périodiquement brouillée. Mais après, tout a été rétabli. Donc quand elle était brouillée, la radio-télévision ivoirienne, la seule source d'information des Ivoiriens, c'était la radio-télévision pro-Ouattara, c'est ça? Oui, ils émettaient. Donc il y a des zones où c'était perceptible. Il y a des zones où c'était pas perceptible. Êtes-vous au courant d'une attaque menée contre l'antenne de la RTI qui se trouve à Abobo? Oui, affirmatif. C'est le commando invisible qui a attaqué cette antenne-là parce qu'elle était surveillée par des gendarmes depuis lors. Et ils y ont trouvé la mort. Et ceux qui ont attaqué ont progressé vers Abidjan, dans une usine qu'on appelle Filtissac, où il y avait des gendarmes, et ils ont abattu un des gendarmes, l'autre a réussi à s'échapper. D'accord. D'accord. Pourquoi ils se sont attaqués à l'antenne de la RTI? Maître, avec votre permission, eux seuls savent pourquoi ils l'ont fait. D'accord. Alors, revenons à la marche sur la RTI du 16 décembre. Est-ce que vous vous souvenez, parce que il en a été question ces derniers jours, mais vous me pardonnez de vous le dire, tout n'était pas extrêmement clair entre les échanges des uns et des autres. Alors, je vais essayer de vous poser la question pour qu'on sache réellement à quoi s'en tenir. Vous souvenez-vous s'il y a eu une réunion entre des responsables des FDS pour discuter du dispositif sécuritaire avant la marche sur la RTI? Voilà comment nous fonctionnions. L'état-major, avec ou sans nous, fait des réunions sur l'appréciation des situations sur le terrain. Je n'étais pas là, certainement qu'il y a dû y avoir une réunion, parler de cela. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Mais je n'étais pas à une réunion où on s'est assis pour parler de la marche. Mais on a reçu des directives venant de l'état-major à travers le CPCO que des éléments doivent être déployés pour sécuriser la radio-télévision ivoirienne. Donc, éléments de gendarmerie, de police et militaires ont été déployés pour surveiller la RTI, avec des éléments en réserve situés à l'école de gendarmerie qui n'était pas loin de la RTI. D'accord. Alors, ces instructions dont vous parlez, c'est ça qui m'intéresse. Vous les avez reçues quand? Le jour même? La veille? L'avant-veille? Est-ce que vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez dire que je ne me souviens pas. Hein, je ne me souviens pas, mais ce n'est pas le jour au jour. Ça doit se faire un jour, 2 jours, 3 jours avant. Ils ont eu l'information qu'ils ont balancée.
Permettez-moi qui nous a envoyé les directives pour sécuriser la télévision. Alors, je vais vous reposer la question parce que pour nous, c'est important. Vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas? Si vous vous Non, souvenez pas, c'est pas non, la non, peine je ne de me faire. souviens pas, je ne me souviens pas, s'il vous plaît, maître. Alors, toujours à propos du 16 décembre, est-ce que vous savez si la primature était l'un des objectifs des marcheurs? Je n'ai pas entendu cela. Je vais vous montrer un document, si vous voulez bien. C'est CIV OTP 0043 0302. Page 0302. Je crois qu'on vous l'avait déjà montré, enfin que le représentant de l'accusation vous l'avait déjà montré. Vous me dites quand vous le voyez. Hein. OK. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut monter un peu le document jusqu'au grand 2 qui s'appelle Situation générale à 7 heures? Alors, voilà, parfait. Alors, vous voyez, monsieur, je pense que vous pouvez lire Situation générale à 7 heures. Vous lisez ce qui est en dessous? Oui, maître. Alors, je vais citer moi-même. Hein. Il est marqué, la situation générale a été marquée ces derniers jours par l'appel à la marche du RHDP sur la RTI et la primature. Fin de citation. Vous voyez? Oui, je vois, maître. Donc, ma question, est-ce que vous, en tant que responsable, en tant que chef de la gendarmerie, vous aviez d'abord été informé et ensuite, si oui, aviez-vous pris des mesures pour protéger la primature? Alors, excusez-moi, je réponds. La seule information que nous avions, c'était la marche sur la RTI et non pas de la primature. Et donc, il a été pris des dispositions pour protéger la RTI. Mais la primature comme la présidence sont des endroits dits sensibles qui sont toujours surveillés, mais pas dans ces cadres seulement. D'accord. Et vous voyez qu'en dessous, toujours sur ce même document, il est dit, et je cite, « Cet appel a donné lieu à des manifestations de rue violentes et même à des scènes de guerre, notamment dans le district d'Abidjan, avec d'importants dégâts. » Fin de citation. Vous voyez ça, monsieur? Oui, maître. Revenir. Mais d'abord, je voudrais éclaircir un point qui a été abordé déjà avec le représentant de l'accusation. Pourquoi les responsables du RHDP n'ont pas prévenu les responsables du maintien de l'ordre de la manifestation, alors même qu'ils appelaient à la télévision, leurs partisans à manifester? Pourquoi? Monsieur Demirjian. Le président, Monsieur Demirjian. Monsieur Demirjian, oui, Monsieur le Président. Je crois que cette dernière question entraînera des spéculations. Je n'en dirai pas plus. Je resterai là. Merci.
Alors, la question est pourquoi? Si le témoin dispose d'éléments il est responsable de la gendarmerie, il peut très bien avoir des informations qui expliquent le pourquoi de la chose. Maintenant, s'il n'a pas d'informations, il peut dire « je ne sais pas, je ne peux que spéculer », en effet. Mais la question, c'est est-ce que vous aviez des informations sur le pourquoi? Yes. So please. Pardon, Monsieur le Président. Complémentaire. L'intervention de mon confrère, par ailleurs excellent, pourrait avoir un tout petit peu influencé le témoin. C'est un peu embêtant. Well, Le Président, toute intervention a une influence sur le témoin, bien entendu. Ce que vous venez de dire aussi, tout a une influence sur le témoin. Dès que quelqu'un intervient, il y a influence sur le témoin. Je vous demanderai donc de bien vouloir reformuler votre question, car elle a été formulée de façon spéculative. Formulez votre question de façon directe. Je voudrais répéter ce que j'ai dit ce matin à la défense de M. Blégoudet. Il faudrait limiter les interventions au Conseil qui est chargé de l'interrogatoire, et ceci vaut également pour le bureau du procureur. Monsieur MacDonald, oui, Monsieur le Président, nous en prenons note, mais la base de cette question n'est pas notée. Donc il faudrait connaître la base de la question avant que celle-ci puisse être posée, afin de savoir ce qu'en sait le témoin. Le Président, oui, bien sûr. Monsieur MacDonald, c'est tout ce que je voulais dire. Où trouve-t-on cela dans le dossier? C'est la première question. Merci, Monsieur le Président. Le Président mettra le titre. Comme vous me l'avez demandé. Alors, Monsieur le témoin, disposiez-vous d'éléments d'information en tant que responsable de la gendarmerie, disposiez-vous d'éléments d'information donnant à comprendre la stratégie de ceux qui organisaient la marche et notamment le fait qu'ils n'avaient pas prévenu les autorités? Est-ce que vous avez eu des éléments que vous pourriez nous donner pour que nous comprenions ce qui s'est passé et le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi les responsables de ceux qui ont organisé la marche n'ont pas prévenu les autorités? Je ne saurais le dire. Moi, je n'ai pas reçu des documents m'annonçant la marche des RDP sur la RTI. Comme par le passé, on nous écrit, on nous informe, on se rencontre, on discute comment ça va se passer et on met en place un dispositif. Là, je n'en sais rien du tout. Mais avec votre permission, cet officier dit des choses trop graves, pas de scène de guerre. Il n'y avait pas de scène de guerre en ce moment-là. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, pourtant, vous vous souvenez qu'il a été question ici même, dans cette enceinte, de la mort de FDS et de la mort de civils. Vous vous souvenez qu'on en a parlé à l'occasion de cette marche? Oui, je dis que je n'ai pas eu reçu de documents m'annonçant la mort de FDS, ils ont dit 6 à Trècheville, et puis non, je dis que je n'ai pas eu d'informations. D'accord. En effet, l'un des documents dont il a été question, mais celui auquel je viens de faire référence, est en effet celui-là qui parlait de 6 morts FDS et de 4 morts civils à Trècheville. C'est tout à fait ça. Et je vais d'ailleurs donner la référence de ces échanges. Le Président, les interprètes se fatiguent. Il faudrait donc que vous fassiez attention. Monsieur Demirjian, je vous prie de m'excuser si j'interviens. Mon éminent collègue va vite. Il fait référence à un document
et à des informations contenues dans celui-ci, sans afficher cela à l'écran, et l'information qu'il a citée est incorrecte. Donc, s'il souhaite tirer une conclusion, il est bien nécessaire d'afficher ce document. Je ne pense pas qu'il faille influencer ici. Alors, le président, il n'y a pas ici de manque d'exactitude, mais il serait peut-être plus utile d'avoir le document à l'écran pour pouvoir tenir cette discussion. On verra ainsi s'il convient de corriger ou pas. Tout à fait raison. Et donc je demande que l'on affiche le document 6 VOTP 0043 0334 page 0335. Alors pendant qu'on l'affiche, et pour que ce soit à l'enregistrement, je précise que quand je parlais des échanges concernant ce même document entre le représentant de l'accusation et le témoin, il s'agissait de la page 35 des transcrits français du 13 mars 2017. 35 des transcrits français du 13 mars 2017. Quand vous voyez ce document, je crois que vous le voyez, monsieur, n'est-ce pas? Il est affiché. Vous le voyez? Oui, alors est-ce qu'on peut agrandir? Mais vous voyez le document? Oui, maître. Donc, alors peut-on l'agrandir maintenant? Alors, vous voyez qu'il y a marqué mort. Alors, je vais lire pour aller plus vite, si vous permettez. FDS 2.6, dont 3 policiers et 3 militaires du bataillon du génie. Et civil 4. Alors, où est l'information qui n'était pas exacte dont mon estimé confrère vient de parler, puisque j'ai dit exactement ça? Monsieur Demerjean, ceci concerne la mention de Trècheville, Madame et Messieurs les juges. C'est cela qui n'était pas exact. Mon éminent collègue a dit qu'il y en avait 6 de Trècheville. Écoutez, on ne va pas y passer longtemps. Je vous renvoie à vos échanges. Franchement, c'est exactement le sens de vos échanges, mais ça n'a strictement aucune espèce d'importance, puisque le témoin, lui, sait exactement de quoi il s'agit, vu qu'il avait répondu à vos questions. Alors, bon, ça c'était le document pour bien montrer ce dont il s'agissait. Alors, voilà, j'ai une question à vous poser à ce propos, monsieur. Il est question de 4 morts civiles, n'est-ce pas? Et il est question de FDS, dont 3 policiers et 3 militaires qui ont été tués. Bon, je suppose qu'ils ont été tués par des assaillants, les policiers et les militaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Que savez-vous, plutôt? Que savez-vous là-dessus? Comme je l'avais dit tantôt, je n'ai pas été informé de ces morts-là. Mais si ça existait, il y a dû avoir une enquête pour situer les responsabilités. Bon. Et s'ils ont été tués, ça doit forcément par les marcheurs. Ils ne peuvent pas s'entretuer eux-mêmes. C'est exactement le sens de ma question. Donc ils ont bien été attaqués par quelqu'un pour être tués. Ma question est la suivante. Est-ce que lorsque l'on met 4 civils tués, est-ce que parmi ces civils, il peut y avoir certains des assaillants? Alors vous ne le savez pas naturellement, mais pourquoi avoir mis civils? Parce qu'on ne sait pas si ce sont des assaillants quand on met civil. Est-ce qu'il y avait un moyen, ma question est la suivante, monsieur, est-ce qu'il y avait un moyen de savoir qui était assaillant, pas assaillant? Parce qu'ils étaient tous en civil. Le président, si cette question avait été posée par le bureau du procureur, comme vous venez de le faire, alors que le témoin vient de dire « je ne sais pas, je ne l'ai pas vu », il y aurait probablement eu une forte réaction de votre côté. Il me semble bien que les règles s'appliquent à toutes les parties. Le témoin
a dit quelque chose et maintenant vous vous livrez à des spéculations ou vous lui permettez de spéculer sur ce que représentent éventuellement ces 4 morts. Monsieur le Président, ce n'est pas exactement le sens de... Je vais vous dire en une seconde quelle était l'idée. D'abord, je le dis, nous avons évité d'objecter, si vous reprenez tous les transcrits, notamment concernant ce témoin, et nous avons laissé le procureur assez libre, avec une marge de manœuvre importante, parce que nous pensions que c'était utile que ce témoin puisse s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la question est la suivante. C'est comment peut-on reconnaître parmi des morts civiles s'il y a eu des personnes accusées ou pas d'avoir attaqué? Non, c'est ça qui est important, parce que là, on ne sait pas. Et je veux demander au témoin s'il y avait un moyen, un critère, si civil a eu un sens pour lui générique, ça peut contenir, comprendre des assaillants ou pas. C'est ça que je veux lui poser comme question, pour essayer de comprendre ce qui a marqué. Vous comprenez? Yes. Le président. Certes. Mais sur base de ce chiffre de 4, on essaye de trouver quelque chose qui ne se trouve pas dans le chiffre 4. 4, c'est 4. Et le témoin ne sait rien sur le sujet. Et la conclusion, c'est nous qui devons la tirer. Ça n'est pas au témoin de le faire. Je retire ma question, Monsieur le Président. Je vous suis. Monsieur, on parle toujours de la marche du 16 décembre. Je vous en prie, prenez votre temps. Si vous voulez parler à votre conseil, vous avez tout à fait le droit de le faire. Alors, on parle toujours de la marche du 16 décembre. Est-ce que vous savez où se trouvaient les organisateurs de la marche, physiquement? Je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire, en règle générale, ils sont souvent au siège de leur parti. Et c'est les marchés qui partent. Mais là, comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant. Et ces chiffres-là, je n'en sais rien. Alors, vous nous avez dit, et il était clair que c'était à la suite de ces événements du 16 décembre. Vous répondiez à une question du procureur, page 23 des transcrits français du 13 mars. Et je vais vous citer, comme ça les choses seront très claires. Je cite. Quand la crise était en plein, je n'allais plus au bureau, je restais à Agban. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient tirer sur chacun. Et ma sécurité exigeait que je ne sorte plus du camp. Fin de citation. Alors, ma question est simple. Vous restiez parce que vous craigniez qu'on vous tire dessus. Qui pouvait vous tirer dessus? De façon claire, le commando invisible qui avait pris tout Abidjan était en mesure de tirer sur tout ce qui bouge. Y compris Agban. Y compris Agban. Ils étaient très nombreux. Ça ressemblait, d'ailleurs ça l'était, une guérilla urbaine. Je ne connaissais pas les effectifs, j'étais très mobile. Est-ce qu'ils avaient des armes anti-chars, anti-blindés, si vous voulez? Oui, puisqu'ils ont réussi à détruire un char au niveau d'Abobo. Est-ce qu'ils visaient en particulier ou est-ce qu'ils ciblaient, ce serait le plus précis, est-ce qu'ils ciblaient les responsables des unités des forces de l'ordre? Oui.
sûr, eux, ils tiraient. Le commando invisible. Donc, est-ce que c'est juste de dire que vous-même, en tant que responsable de la gendarmerie, vous étiez une cible pour eux? Affirmatif. D'accord. Alors, sur le commando invisible, il était dirigé par qui? Au départ, comme le nom l'indique, c'était un commando invisible. Donc on ne connaissait ni la nature, ni le volume, ni l'attitude. Mais plus tard, on a fini par savoir que le commando était dirigé par un certain IB, Ibrahim Koulibaly, ce genre-là. Voilà. Ce IB, quel avait été son parcours en quelques mots? Comme il n'est pas gendarme, donc je ne connais pas son parcours. Mais le peu que je sais, il a été dans la garde rapprochée du gérant Guéhi, et le peu que je sais, avec réserve, qu'il a été aussi dans la garde rapprochée du président Alassane Ouattara. D'accord. Pour en revenir quelques instants à la marche du 16 décembre, est-ce que vous savez si, en même temps que la marche elle-même, il y a eu une attaque menée à partir de l'hôtel du Golfe contre les forces de sécurité? Je n'ai pas les dates en tête, mais je sais qu'il y a eu des attaques sur les positions des FDS. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais c'est cela que je sais. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais passer, j'hésitais, mais je crois que je vais passer à un autre point, et comme il est presque 1 heure, peut-être serait-ce le bon moment pour suspendre. Le président, très bien. Nous allons donc procéder à la pause déjeuner. Nous nous retrouverons à 14h30. Cette audience est suspendue.